Je tiens à remercier ce prix et, compte tenu du nom du prix, j'ai trouvé pertinent de parler de la contribution académique de Milton Friedman. De mon point de vue, Milton Friedman a eu un rôle fondamental pour retrouver la voie aux idées de la liberté. En fait, les idées de la liberté, jusqu'à entrer dans la décennie des 20 du siècle précédent, étaient les idées dominantes et, en fait, l'école dominante à l'époque était l'école autrichienne. Mais certaines erreurs, en particulier ce que la Grande Dépression impliquait, a conduit à penser à tort que les idées de liberté n'étaient pas correctes. Et le succès du keynésianisme a coulé le monde en un cône d'obscurité, qui pourrait se terminer au début des années 1970. Et cela était dû aux contributions de Milton Friedman, alors que l'appareil keynésien s'est renversé. De mon point de vue, et c'est ce que je vais essayer de dire dans ce discours, c'est essentiellement que le travail académique de Milton Friedman est une œuvre miroir de l'œuvre, en réalité, de la théorie générale de l'occupation, de l'intérêt et de l'argent, de Keynes, parce que le travail de Keynes est beaucoup plus étendu, mais en général, la référence est généralement à la théorie générale, qui est probablement l'une des pires œuvres de Keynes, du point de vue de l'analyse économique. Ce qui ne signifie pas que Keynes était un esprit brillant. Ce qui se passe, c'est qu'il a travaillé pour les méchants. Cela faisait partie du mal et a ensuite développé un dispositif analytique basé sur les mots, pour le dire d'une manière ou d'une autre. Donc, le premier point est, quel était le monde avant la théorie générale? En outre, le monde dans lequel Keynes lui-même a participé au débat, avec ce qui était la Cambridge School, en Angleterre, avec des auteurs tels que Robertson ou Pigou, qui ont discuté dans un certain cadre analytique et discuté, avec l'école autrichienne, avec Mises, avec Hayek, ou discuté avec l'école suédoise. En ce sens, la première chose que nous devons comprendre est de savoir comment le schéma analytique précédent a fonctionné, qui était l'ensemble du cadre wixellien. Fondamentalement, le cadre wixellien était une économie intertemporelle. Il s'agissait d'un régime de réinvestissement, où le taux d'intérêt a été déterminé sur le marché des marchandises et sur le marché monétaire. Le niveau de prix a été déterminé. Autrement dit, c'était un modèle de nature intertemporelle car, précisément, l'épargne n'est pas plus ou moins que la consommation future. Alors, pourquoi les économies se téléchargent-elles lorsque le taux d'intérêt augmente-t-il? Parce que fondamentalement, le taux d'intérêt est le prix relatif des marchandises présentant, ce qui concerne les marchandises futures. Par conséquent, si les prix actuels augmentent, de sorte que le prix relatif est le téléchargement, le taux d'intérêt augmente. La contrepartie de cela est que la consommation actuelle baisse et augmente la consommation future. Et c'est ce qui nous fait voir que les économies augmentent. D'un autre côté, si les prix futurs gagnaient au prix actuel et que le taux d'intérêt baisse, une entreprise devrait transmettre la production à l'avenir. Par conséquent, l'investissement augmente. C'est pourquoi il existe une relation négative entre les intérêts et le taux d'investissement et une relation positive entre l'épargne et le taux d'intérêt, car il s'agit essentiellement d'un modèle de caractéristiques intertemporelles. D'un autre côté, le pouvoir d'achat de l'argent a été déterminé sur le marché des marchandises, de sorte que lorsque la masse monétaire augmente, le pouvoir d'achat de l'argent baisse. C'est-à-dire que tous les prix exprimés dans les unités monétaires augmentent. Ce cadre analytique avait des défauts méthodologiques, mais il est conceptuellement clair. L'idée de déterminer le marché des marchandises, le taux d'intérêt réel ou le taux d'intérêt wixellien et la réflexion sur le taux d'intérêt en tant que mécanisme de coordination intertemporelle et non cette aberration pour déterminer sur le marché monétaire, ce que Keynes a fait. Mais à part cela,
vous avez le problème qui a été appelé la dichotomie invalide et qui est apparu que les fonctions de la demande excédentaire sur le marché des marchandises étaient homogènes 0 grade et la théorie quantitative homogène de grade 1 et, par conséquent, qui a généré des problèmes. Un problème qui a été résolu par mise incorporant de l'argent dans la fonction d'utilité et dérivant la demande d'argent sous le format d'un autre bien. Ensuite, quand on a un excès. Donc, si vous avez une banque centrale abaissant artificiellement le taux d'intérêt, cela génère une demande excédentaire sur le marché des marchandises. L'homologue est un excédent de fourniture sur le marché monétaire et, par conséquent, le pouvoir d'achat de l'argent baisse et c'est pourquoi c'est ce qui génère la hausse des prix. Et si vous faites systématiquement cela générera l'inflation. Ou ils peuvent générer des cycles de boom et bust. Ils stimulent l'activité. Puis lorsque cela est généré artificiellement via l'émission d'argent n'est pas authentique. Puis, lorsqu'ils veulent matérialiser la consommation future ne réussissent pas et, par conséquent, il y a un effondrement du système qui est également en dehors de la contribution de la mise. Mais, au-delà de cela, c'était le mécanisme. Comment cela fonctionne, ce que je veux me concentrer. Parce que Keynes, il est venu de mathématiques et était un grand mathématicien, puis a compris la structure analytique. Ensuite, ce que Keynes a fait a été de détruire ce cadre analytique, créant une structure mathématique fonctionnelle aux politiciens messianiques, corrompus et voleurs. Autrement dit, il a écrit une œuvre pour ces criminels appelés politiciens, la caste. Exactement. Donc, en ce sens, remarquez que la première chose que Keynes fait est de briser la temporalité. Sur le marché des marchandises, il brise le caractère intertemporel du marché des biens. Et la première chose qu'il fait est de construire une fonction de consommation qui ne dépend que de l'admission. Et il génère cette monstruosité appelée propension marginale à consommer. Et le multiplicateur apparaît, qui est essentiellement, regardez ce qui est délirant, car le multiplicateur implique une violation de la restriction budgétaire. Parce que c'est l'idée de la multiplication des pains. Autrement dit, supposons que vous ayez une économie qui consomme 80 et investit 20. Cela signifie que le multiplicateur vous dirait que 5 fois l'investissement vous donne le PIB. Alors, que disent-ils? Eh bien, téléchargeons l'investissement en émettant de l'argent. Nous dépensons donc l'investissement de 20 à 40, donc le PIB, au lieu d'être 100, est de 200. C'est magique. Il s'agit simplement d'être imprimé des billets, une chose vraiment délirante. Je connais un pays qui l'a fait depuis plus de 100 ans, il s'appelle l'Argentine. Si l'un des pays les plus riches du monde est devenu un pays de milieu de table, il a détruit 5 signes monétaires, a eu 2 hyperinflations, mais bon, quelque chose de bien devait être après une telle catastrophe. Il était évident qu'il n'était pas des conditions normales de pression et de température et un président libéral libertaire est apparu. Par conséquent, ce qui fait, c'est que maintenant la consommation n'est pas une fonction intertemporelle et que les économies deviennent un résidu. Par conséquent, il faut une relation avec le taux d'intérêt avec l'épargne, et la consommation ne dépend que du revenu. Dans le même temps, puis détruisez l'idée d'investissement en fonction du taux d'intérêt. Alors que l'un des chapitres de l'investissement est brillant, dans l'autre, il dit, eh bien, tout ce qui ne dépend pas. J'utilise en Argentine une expression assez grossière qui est investi pour un problème lyrique théotique, s'ils sont chantés. Tu sais, par conséquent, maintenant l'investissement cesse d'avoir une relation fonctionnelle avec le taux d'intérêt et devient une chose exogène, les célèbres esprits animaux. Notez que les économies et l'investissement ne déterminent pas le taux d'intérêt, mais maintenant les économies et les investissements déterminent les revenus. Et de déterminer les revenus, ils déterminent la demande de travail. Ce qui dans l'autre système n'avait pas beaucoup de sens, car toutes ces fonctions de demande excédentaire, d'où les économies et les investissements provenaient, a été incluse sur le marché du travail. Alors qu'est-ce qui implique?
À partir de là, la demande de travail est dérivée, ce qui dépend de la fluctuation de la demande globale. Et compte tenu de l'offre, le salaire nominal est déterminé. Nous avons donc un marché de biens qui ne détermine pas le taux d'intérêt réel, mais détermine le niveau de revenu. Et, d'autre part, le marché du travail est créé, où le salaire nominal est déterminé. Maintenant, le problème est que maintenant nous avons deux choses à déterminer. Nous devons déterminer le niveau de prix et nous devons déterminer le taux d'intérêt. Donc, l'une des choses que fait Keynes, je dis ok alors, je dois déterminer le taux d'intérêt et ce qu'il fait est de déterminer le taux d'intérêt sur le marché monétaire. Ce qui est une aberration, car le taux d'intérêt concerne un mécanisme de coordination intertemporelle de la façon de passer la consommation et la production du présent au futur et vice-versa. Autrement dit, le taux d'intérêt existe car il y a du temps. Il y a donc Keynes met le taux d'intérêt sur le marché monétaire. Ensuite, nous sommes passés d'un modèle où le taux d'intérêt sur le marché des marchandises et le pouvoir d'achat de l'argent ont été déterminés, c'est-à-dire que l'inverse du niveau de prix sur le marché monétaire et maintenant nous avons que le revenu est déterminé sur le marché des marchandises. Le marché monétaire est déterminé dans le taux d'intérêt nominal et clair. Le modèle est manquant comme déterminant les prix. Ensuite, il crée le marché du travail en fonction, une combinaison linéaire de ce qu'est le marché des marchandises et détermine le salaire nominal et finit par détruire toute la théorie de la valeur en disant que les prix sont des marques sur les coûts, ce qui, dans ce cas, serait le salaire. Autrement dit, il détruit toute la théorie subjective de la valeur créée par Menger, William Stanley Jevons et Léon Walras pour revenir dans le passé, avec lequel la théorie de la valeur est détruite et de cette façon, elle crée un outil et bien qu'elle soit merveilleuse pour les politiciens, car vous pouvez dépenser et dans la mesure où vous augmentez la demande globale, car vous n'êtes pas en plein emploi, le système leur fait avoir une première étape où le produit augmente, une étape où le produit augmente et le niveau de prix augmente et une étape où il n'y a pas directement d'effet en quantité et tout ce prix. C'est essentiellement ce que fait Keynes et c'est un mécanisme par lequel l'intervention publique justifie, mais ce qui a le sous-jacent qui est également une violation de la restriction budgétaire, qui est le multiplicateur. C'est pourquoi il est énorme que vous alliez au Parlement. Oui, allez à la Chambre des députés et vous parlez du multiplicateur keynésien. C'est une infraction intellectuelle car c'est quelque chose qui viole les restrictions budgétaires, mais bien, ce sont des choses qui se produisent entre le monde de la politique et l'académie. Donc, ce que nous avons, c'est que Keynes détruit l'ensemble du cadre analytique. Ce n'est pas moins, car il y a un article que j'aime, ce qui est merveilleux, mais il a une erreur. Il s'agit d'un article d'Axel Lejonuvefud, qui est appelé « La connexion Wicksell », et ce que dit Wicksell, c'est qu'il y a le Keynes du traité d'argent et la théorie générale, et que, il y a au milieu, il y a une théorie Z, et dit que, en réalité, à partir du traité sur l'argent, si l'on ajoute la préférence pour la liquidité et l'ajustement par la quantité, elle atteint le réglage par le quantification. Pour s'adapter au débat, qui est incorrect parce que le cadre analytique des Keynes de la traité OC de l'argent est totalement différent de celui de Keynes de la théorie générale. Les classiques font la proposition du modèle d'offre et de demande globale. Le bloc d'offre n'a pas été correctement spécifié ou complètement pour le mettre d'une manière ou d'une autre. Ensuite, l'ensemble du débat s'est renversé dans un débat entre ce qu'on appelle la croix keynésienne, qui est une situation où l'investissement est absolument insensible au taux d'intérêt et il y a une préférence pour la liquidité. Par conséquent, ils ont un LM plat et une verticale et, ou le monde classique, qui est l'autre croix, où la demande d'argent est une fraction de revenus et, par conséquent, il n'y a aucun rôle pour la politique monétaire, et le LM est vertical, tandis que l'investissement est absolument sensible au taux d'intérêt, et donc à l'île plate.
C'est-à-dire que c'est essentiellement la discussion entre le modèle keynésien extrême et la discussion entre le modèle classique, ou dans le modèle keynésien extrême, la politique fiscale est absolument inutile et la politique monétaire. Et dans le cas classique, la politique budgétaire est extrêmement nocive, car elle provoque un effet d'épice, car l'expansion des dépenses publiques génère une augmentation du taux d'intérêt, qui a pour son homologue une chute de l'investissement privé. Par conséquent, le degré de productivité de l'investissement privé est généralement sensiblement plus élevé que le public. Il serait préférable de laisser les choses entre les mains privées, bien que, en termes de politique monétaire, cela est parfaitement efficace. Mais le problème est que cela se manifeste plus tard dans une augmentation des prix. Donc, il y a eu toute une discussion sur les élasticités et il y a toute la discussion de l'effet Pigou, afin que ce que Pigou fasse, c'est d'essayer de réfuter l'argument de Keynes qui ne dépendait que de la consommation, du revenu et qui dépendait également des soldes réels et que vous pourriez alors renforcer la demande injectant de l'argent. Et le débat aussi, il était absolument embourbé jusqu'à ce qu'un homme du nom de Milton Friedman venait commencer à briser ce que Keynes a fait dans la théorie générale ou si vous voulez réparer les dégâts que Keynes a commis. Alors, quelle est la première grande contribution de Milton Friedman? Et qu'il s'agit en fait de l'une des considérables pour lesquelles ils lui remettent le prix Nobel d'économie. Il s'agit d'un livre intitulé Une théorie de la fonction de la consommation, où elle développe l'hypothèse du revenu permanent. Lorsque le revenu augmente en permanence, la consommation accompagne automatiquement l'augmentation des revenus. Par conséquent, la propension marginale a tendance à en être une et lorsque vous avez une augmentation transitoire, car cela sera distribué dans toute une situation intertemporelle, alors elle augmente les économies et n'a pas de traduction instantanée ou complète sur le niveau de revenu. Par conséquent, la première chose qui fait qu'il y a pour renvoyer l'intertemporalité à la fonction de consommation et lorsque l'intertemporalité à la fonction de consommation revient, le taux d'intérêt dans la détermination de la consommation et, par conséquent, dans l'épargne, a un rôle important. Alors maintenant, qu'est-ce qui devait se casser ? Eh bien, maintenant ce que je devais revenir, c'était de démontrer que l'investissement était sensible au taux d'intérêt. D'un autre côté, contrecarrant cette idée que la politique monétaire n'était pas efficace, qu'il avait laissé l'idée du piège de liquidité et de ce que les keynésiens ont travaillé pour prouver que la politique monétaire n'était pas efficace. C'est par exemple, cet exemple que vous pouvez apporter au cheval jusqu'au lac. Mais s'il ne boit pas d'eau, il ne boit pas d'eau, ils ne peuvent pas le forcer à boire de l'eau. Ensuite, dit-il, il y a une limite pour le taux d'intérêt, qui est nul et donc ils ne peuvent pas aller plus loin et ensuite ils ne peuvent pas forcer le cheval à boire de l'eau. Ainsi, qui plus tard, alors que ce fut la crise de 2008, vous êtes venu voir des cas de taux d'intérêt négatifs, mais cela fait partie d'une autre discussion. Ensuite, Milton Friedman avec Anna Jacobson Schwartz écrit un livre intitulé The United States Monetary History, et dans le chapitre 7, qui est la grande contraction de 29 à 33, deux choses démontrent essentiellement. Premièrement, que la politique monétaire n'est pas qu'elle n'était pas efficace. Il a été extrêmement efficace, car précisément la Grande Dépression se fait en raison d'un désinvolture de la Banque centrale, qui est la Réserve fédérale. Et là, cela montre que, face à une panique bancaire, ce qui se passe, c'est que les gens font peur. Ils ont quitté les banques, qui avaient un système de changement fractionnel et allaient exiger de l'argent, qui a également généré une chute de la demande de biens et, par conséquent, a généré une situation de déflation. Ensuite, faisant appel à l'effet Fisher, automatiquement les dettes, en termes de revenus, ont volé et les sociétés ont fait faillite. Et en même temps, alors que les banques prennent de l'argent dans le cours et prêtent, et trouvent un dépôt, ils ont des problèmes de liquidité, alors ils cessent de donner des crédits. Cela explique comment cette action de la Réserve fédérale devant une course, dans un système de dentelle fractionnaire, est ce qui a vraiment généré la catastrophe.
et que lorsqu'il a corrigé la politique monétaire, le monde, les États-Unis, est sorti. Par conséquent, ce que Keynes démontre que l'hypothèse du piège de liquidité n'était qu'un piège méthodologique, un piège mathématique, pour générer simplement cette idée que la politique monétaire n'est pas efficace et justifiée. La politique budgétaire. Dans le même temps, car l'hypothèse du revenu permanent prend de la force. Cela, en outre, est ensuite perfectionné par Labou dans l'article de 74. Vous effectuez une politique budgétaire expansive et les agents découragent les impôts futurs. Par conséquent, la politique budgétaire est toujours en effet. Mais non seulement cela, mais montre aussi, dit-il, les investissements ne sont pas pris en fonction du taux d'intérêt nominal, ils sont pris en fonction du taux d'intérêt réel. Et lorsque vous prenez le taux d'intérêt réel, le taux d'intérêt réel a parlé, par conséquent, que l'effondrement de l'investissement était bien. Donc, fondamentalement, ce que fait Friedman, c'est renvoyer la temporalité à la fonction de consommation et donc à la fonction d'épargne. Il renvoie la valeur de l'intertemporalité, c'est-à-dire le poids du taux d'intérêt expliquant l'investissement. Et, en outre, il démontre également que la politique monétaire est efficace. Mais je n'ai pas atteint cela, parce que j'étais toujours comme faire face au problème du piège de liquidité, à la relation entre le montant d'argent et le niveau de prix. Ensuite, Milton Friedman travaille sur la théorie quantitative et démontre que la demande d'argent est une fonction stable et étant une fonction stable, lorsque vous augmentez le montant d'argent, vous avez une corrélation des prix. Par conséquent, Friedman acuña cette célèbre phrase qui dit « L'inflation est toujours et à chaque endroit un phénomène monétaire ». Je le complète généralement par une phrase qui dit « généré par un excédent d'offre d'argent, soit parce qu'il a augmenté l'offre, soit parce que la demande a chuté, soit les deux choses se sont produites en même temps et qui se traduisent par une perte du pouvoir d'achat d'argent, ce qui implique que tous les prix exprimés en unités monétaires augmentent. Par conséquent, dans ces œuvres que je mentionne, que la fonction de consommation, l'historique monétaire et la théorie quantitative récompensent l'investissement de l'épargne, la détermination des taux d'intérêt, l'efficacité de la politique monétaire et que sur le marché monétaire détermine essentiellement le niveau de prix. Maintenant, ce qui se passe, Milton Friedman n'a pas vécu sur Mars, a vécu sur la planète Terre avec des bêtes qui se sont disputées au cours du trimestre 10. Ensuite, il fait un merveilleux travail de Milton Friedman appelé « Le cadre monétaire de Milton Friedman ». Et dans ce contexte, que fait-il? Friedman met tous ces éléments dans la construction de ce que nous, dans la littérature, si vous voulez Modigliani ou si vous voulez Battiti, disons, ils ont appelé le modèle classique et qu'il a confronté au modèle keynésien. Ensuite, il dit aux keynésiens, toute la première partie d'une phrase est synthétisée. Vos keynésiens n'ont aucun moyen de déterminer le niveau de prix, dans l'ISLM. Par conséquent, les modèles keynésiens sont beaucoup plus précaires que Keynes lui-même. Je crois que X lui-même se tuant de voir tout ça. En fait, quand ils ont donné le Nobel 71 avec Arrow, l'une des choses que X dit, il me donne le Nobel pour une contribution que je ne me sens pas si fier. Pour l'article Keynes et les classiques, où ISLM se développe. ISLM est également la terminologie de Hanson, car il l'a appelé ISLL. Comme vous le verrez, j'ai un problème difficile avec les articles et autres. Comme vous le verrez, je suis un président assez rare parce que je parle de la théorie économique, donc, ce que le monde vous dit en accélérant le taux d'inflation. Alors les keynésiens disent, vous ne pouvez pas expliquer cela, car vous n'avez aucun moyen de déterminer le niveau de prix. Autrement dit, toute la logique de cette première partie du livre est que, vous ne pouvez pas expliquer cela parce que vous n'avez aucun moyen de déterminer le niveau de prix. Parce que vous déterminez le taux d'intérêt nominal sur le marché monétaire et détermine le revenu sur le marché des biens, et donc ils ne peuvent rien déterminer.
Ensuite, il apparaît un homme nommé Phillips et trouve une relation entre le taux de pourcentage de variation des salaires nominaux en ce qui concerne le niveau de chômage. Trouver une relation négative. À partir de cela, Richard Lipsey, en fonction de son hypothèse, qui travaillait sur le marché du travail et selon que Keynes lui-même avait dit que les prix étaient déterminés comme une mer qui absorbe les coûts. C'est-à-dire que Lipsey l'a lu à Keynes, alors qui fait des prix une combinaison linéaire des salaires et, par conséquent, vous pouvez trouver une relation entre le taux de variation des prix. Et cette contribution s'accompagne d'une estimation empirique de Samuelson et Solow, où il teste la courbe de Phillips et à partir de là, il commence à faire des recommandations. Eh bien, si je veux avoir un taux de chômage inférieur, je dois supporter ce niveau d'inflation. Et le monde était là avec ces choses. De toute évidence, que M. Milton Friedman avec cela était assez en colère, pour ne pas dire chaud, pendant quelques années. Le thème qu'il le résout en 1968, parallèle à Edmund Phelps, qui, soit dit en passant, m'a envoyé un livre dédié à Edmund Phelps, dédié au président Millay, pour éradiquer l'inflation en Argentine. Et dans ce contexte, Friedman écrit l'article de l'économie la plus lue dans l'histoire, qui est le rôle de la politique monétaire. Et c'est là que la courbe de Phillips se développe augmentée par l'inflation. C'est intéressant car plus tard, si vous lisez la deuxième édition de la théorie des prix du livre, il consacre un chapitre à la courbe de Phillips. Et c'est très important. Cela vous dirait que, au-delà de la fermeture du débat sur la courbe de Phillips, la chose la plus importante est qu'elle revient à la microfondamation. Comment ça fait pour démolir la courbe de Phillips Milton Friedman? C'est la chose importante. Elle revient aux bases classiques, c'est-à-dire qu'elle va et met avec le marché du travail. Ensuite, sur le marché du travail, vous avez une offre et une demande d'emploi, ce qui dépend du véritable salaire. Mais que se passe-t-il? Les attentes du modèle Friedman sont adaptatives. Cela a à voir avec ce qui s'est passé avec les prix auparavant. Alors que se passe-t-il? Si la politique monétaire modifie la banque centrale aujourd'hui, les attentes sont formées à des prix anciens. Alors que se passe-t-il? La politique monétaire change la banque centrale, injecter de l'argent, afin que les gens commencent à dépenser plus. Alors les hommes d'affaires, qui voient que leur perspective commerciale s'améliore, par conséquent, ils voient les salaires réels baisser. Et, par conséquent, que font-ils? Ils vont embaucher plus d'argent. D'un autre côté, les travailleurs, qui regardent avec les attentes passées, avec l'ancienne politique monétaire, croient que leur réel salaire augmente. Ainsi, temporairement, tout le monde rend les transactions déséquilibrées et, temporairement, le niveau d'activité économique augmente. Par conséquent, lorsque vous donnez un fil à la politique monétaire, le taux d'inflation baisse. Parce que les attentes sont adaptatives. Maintenant, lorsque les agents voient qu'ils avaient tort aux attentes, ils reviennent. Puis le taux de chômage reste au niveau naturel. Et vous passez à un niveau d'inflation plus élevé, où la contribution de Phelps est l'hypothèse. Il dit que si vous voulez maintenir le taux de chômage bas en dessous du naturel, il doit être tout le temps accélérant le taux d'inflation. C'est ainsi que tout le monde s'est terminé avec beaucoup d'inflation. Et dans ce contexte, le débat se termine par ce que les keynésiens finissent par surmonter dans le dernier abri qu'ils avaient. Et celui qui finit par terminer tout cela est, en 1972, Robert Lucas Jr. Dans un article du Journal of Economic Theory, où, en utilisant l'hypothèse Muss des attentes rationnelles appliquées à la macroéconomie, il finit par démontrer que la courbe de Phillips est verticale. Mais, alors que l'approche de Friedman avait une trace à court terme et qu'il n'y a pas eu de trace off, dans le cas de Robert Lucas, si les individus connaissaient la politique monétaire, corrigée automatiquement et puis il n'y avait pas de trace ni même à court terme. Et la seule chose que le politicien pouvait faire, étant donné, disons, la politique monétaire, était de faire un changement de régime, de tromper temporairement les agents, d'obtenir un effet,
mais de diluer ensuite. Et ce que j'ai dit, c'est que, puisque cette volatilité a un impact sur la capacité de répondre, car vous mettez plus de volatilité, l'offre répond de plus en plus. Et ce Robert Lucas Jr. termine la fermeture en 73 quand il fait la validation empirique de la courbe de Phillips, sous des attentes rationnelles. Cela génère également un débat sur les règles et la discrétion, où la politique des règles est clairement meilleure. Et en fait en ce sens qu'il avait également fait une contribution de Friedman qui se mettait du côté des règles. Ensuite, de mon point de vue, le travail de Friedman, au niveau académique. Nous avons le recouvrement de l'intertemporalité dans la consommation, dans l'épargne, la reprise de la fonction d'investissement, le pouvoir de la politique monétaire, la nature monétaire de l'inflation, la valeur des règles et le retour aux microfundaments. Et ce retour aux microfondaments et à l'intertemporalité fait dire Robert Lucas Jr. Pour voir de quoi discutons-nous, parce que la vérité est que nous passons près de 30 ans à discuter des stupides, soit près de 40 ans, arguant des stupides, 37 ans. Alors, que faisons-nous, ensuite, avec le retour aux microfondaments et à l'intertemporalité, Robert Lucas Jr. se demande, eh bien, voyons, arrêtons le ballon et de quoi voulons-nous parler lorsque nous parlons d'économie? Alors qu'a-t-il fait? Il est retourné dans les fontaines, et retourné à Adam Smith. Bien qu'il y ait 3 livres d'Adam Smith, un qui a des articles qui y ont été laissés, qui ont été compilés après mort. Adam Smith, il a la théorie des sentiments moraux, et il a des recherches sur la nature et la cause de la richesse des nations, mieux connue sous le nom de richesse des nations, pour les amis. Donc, dans ce contexte, dit ce qui voulait expliquer Adam Smith. Croissance économique. Et puis il commence à explorer la croissance économique. Alors que se passe-t-il? Il rencontre le modèle Solow et les problèmes empiriques que le modèle Solow avait, qui expliquaient que 15% de la croissance et, par conséquent, tout le reste était un résidu. De toute évidence, Robert Lucas Jr. n'allait pas prendre trop pour les modèles de Harrod et la dommage, évidemment. Ensuite, dans ce contexte, il commence à explorer d'autres cas tels que ce que nous avions dit. Harrow avec le thème de l'apprentissage en faisant. Il y avait un problème parce que les modèles n'avaient pas convergé certains problèmes et toute cette discussion. Ensuite, c'était réévaluer le modèle de Ramsey. Mais le modèle de Ramsey a résolu le problème d'efficacité dynamique, mais n'a pas pu générer une croissance soutenue à long terme une fois l'état d'équilibre. C'était donc un modèle de croissance qui n'a pas expliqué la croissance. Et que toute la croissance a été donnée à l'extérieur. Donc c'était comme un problème. Puis, dans les années 80, un homme, un mathématicien décide d'aller étudier à l'université de Chicago. Et son tuteur de thèse est Robert Lucas Jr., Monsieur Paul Robet, puis le prix Nobel en économie, et celui qui développe les modèles de croissance endogène. Et à partir de là, Lucas popularise cette idée de croissance endogène dans les lectures de Lionel Robbins de l'année 85 et à partir de là, toutes les nouvelles macroéconomiques du format intertemporel apparaissent, avec tous les modèles de croissance endogène et qui se terminent dans la théorie des cycles réels, qui était une théorie profondément intéressante. Vous direz et qu'avez-vous de la théorie des vrais cycles? Et regardez, je vais donner quelques demandes. La première est que lorsque je suis arrivé, nous étions à la pointe d'une hyperinflation et que la seule façon de réduire l'inflation a été de réduire la croissance de la quantité d'argent et pour cela, nous avons dû faire un ajustement fiscal et un assainissement du solde de la Banque centrale. Nous avons eu un déficit central consolidé de 15 points du GDP, 5 dans le taureau et 10 dans la Banque centrale. Et nous avons décidé d'entreprendre le plus grand ajustement budgétaire de l'histoire de l'humanité, avec un ajustement de 15 points du PIB qui a eu lieu dans les 6 mois et l'inflation, en gros qui est venue aux 54 mensuels,
ce qui implique 17 000 données annuelles. Les dernières données disponibles étaient de 1,2%, c'est-à-dire que nous avons abaissé l'inflation de 17 000 à 15 annuels. Donc, comme vous le verrez, je crois en la nature monétaire de l'inflation, mais d'autre part et plus dans mon esprit autrichien. Oui, parce que depuis 2014, je suis devenu un dévot de fanatique fondamentaliste de l'école autrichienne. Je ne suis pas seulement tombé amoureux de Mises, de Hayek, mais que je suis tombé amoureux de Rothbard et que je me suis rendu anarchiste. Par conséquent, je suis anarcho-capitaliste, avec lequel je méprise également l'État et je suis à l'intérieur de l'État pour tout briser, pour le rétrécir. En fait, j'ai un ministère qui est le ministère de la déréglementation. Nous avons fait une réforme structurelle 8 fois plus grande que celle faite par Menem et qui avait été la plus grande de l'histoire. Nous avons fait 800 réformes structurelles. Chaque jour, mon ministre de la déréglementation, un brillant économiste et un excellent être humain tel que Federico Sturzenegger, chaque jour, il désagréable quelque chose. Je vais vous dire une anecdote très drôle. Il était à un rassemblement bilatéral du G20 avec Modi de l'Inde. Ensuite, je dis, non, eh bien, je l'ai ici à mon ministre du Bonheur. Parce que c'est, mon ministre de l'économie a tiré des choses, c'est celle de la tronçonneuse. J'adore mon ministre de l'économie. De plus, le meilleur ministre de l'économie du monde, un crack Toto Caputo a été choisi. Et d'un autre côté, j'ai Sturzenegger qui me donne aussi beaucoup de bonheur quand cela est dérégleux. Ensuite, en général, on voit entre 1 et 5 déréglementations par jour, et ce jour-là, j'en ai dit 4. Je crois que pour l'éducation, Federico ne m'a rien dit parce que je pense que si j'avais marqué l'erreur, cela aurait été formidable parce que je n'avais pas dessiné 4 réglementations. J'avais pris 44. Je pense que soit il a sauté et lui avait donné un câlin de but fanatique ou, alternativement, je m'aurais mis pour danser au-dessus de la table. Il a supprimé 44 réglementations qui ont atteint les prix, une chose merveilleuse. Je n'aurais pas pu y résister. La réunion aurait été dynamitée. Il semble que j'exagérais. Mais ceux qui me connaissent vraiment savent que, devant un choc de ces caractéristiques, je peux devenir très euphorique. Ou j'aurais terminé la réunion rapidement et j'aurais été allé célébrer avec Sturzenegger tant de productivité. Par conséquent, cela est également unique dans l'histoire des démocraties modernes. L'année prochaine, nous avons une année électorale et nous entrons dans l'année avec l'engagement zéro déficit. Que, s'il y a une croissance et qu'elle est permanente, nous baissons les impôts. Et, en outre, zéro émission, c'est-à-dire sans politique budgétaire et sans politique monétaire active. Dites-moi si cela ne veut pas croire de vrais cycles commerciaux. Et enfin, le 10, le jour où j'ai fait le discours, j'ai eu la chance de parler à un économiste argentin très prestigieux nommé Juan Pablo Nicolini, qui travaille dans la réserve fédérale de Minneapolis. Il m'a parlé d'un emploi qu'il a fait qui a déterminé à quel point l'économie argentine peut se développer à partir de l'équilibre budgétaire. Nous avons un solde dans la ligne financière. Nous payons les dépenses opérationnelles et payons les intérêts. En ce sens, les travaux ne examinent que l'impact sur le taux de croissance du PIB par habitant de l'équilibre budgétaire, et ce n'est qu'avec l'équilibre budgétaire argentin, selon un travail de Robert Lucas Jr., une croissance de 4,5% par an. En environ 10 ans, l'Argentine fera croître votre PIB au moins 50%. Et, alors que nous parlions au docteur Nicolini, c'est un étage. C'est un appartement parce que nous atteignons l'équilibre budgétaire en rétrécissant l'État. Dans la mesure où nous avons une croissance économique, nous allons réduire les impôts, nous supprimerons l'État du milieu et nous donnerons aux gens plus de liberté. Cela générera également plus de croissance. En fait,
La réforme structurelle que nous avons faite nous a permis de sauter environ 70 positions en termes de liberté économique, être parmi les pires et les plus imprésentables au monde. Nous sommes aujourd'hui dans le milieu de l'équipe. Et j'ai encore 3200 réformes structurelles dans ma poche. Par conséquent, je vais faire de l'Argentine, en outre, le pays le plus libre du monde. Quelque chose qui, lorsque l'Irlande l'a fait pendant 30 ans, en a fait le pays le plus riche du monde. Pas plus riche, mais il a un PIB de 50% par habitant que celui des États-Unis. Mais non seulement cela, mais aussi, si vous envisagez toutes les réformes structurelles que nous mettons, l'Argentine augmentera sûrement beaucoup plus que 4,5%. Et cela fera, si nous continuons à s'accrocher aux idées de la liberté et de défendre ces idées, nous rendrons l'Argentine à nouveau. Nous allons rendre l'Argentine à nouveau est un pouvoir et nous serons un témoignage pour tout le monde que ce qui fonctionne vraiment, ce sont les idées de liberté. Vive la liberté, bon sang!